Allez, aujourd'hui on s'attaque à une créature mythique que tout le monde croit connaître sur le bout des doigts, la sirène. Pour la plupart des gens, l'image qui surgit, c'est celle d'une femme sublime, avec une queue de poisson, n'est-ce pas? Celle qui attire les marins vers leur perte, depuis les vagues. Et pourtant, si on gratte un peu le vernis et qu'on remonte aux toutes premières représentations, eh bien on découvre quelque chose de radicalement différent. Une créature qui, et c'est ça le plus fou, n'avait absolument rien à voir avec la mer. Cette remarque trouvée au détour d'une discussion en ligne résume parfaitement le paradoxe. Les sirènes originelles, ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Bon, mettons de côté la queue de poisson un instant. Voyons ensemble ce que les Grecs de l'Antiquité, eux, voyaient vraiment. Quand on regarde l'art de la Grèce antique, par exemple sur cette poterie qui illustre la fameuse scène d'Ulysse, on a beau chercher, il n'y a aucune sirène poisson. Non, à la place, on voit systématiquement des créatures hybrides, mi-femme, mi-oiseau. Imaginez un peu le tableau, une tête et un torse de femme, mais avec des ailes, des serres et des plumes d'oiseaux. Et leur territoire, ce n'était pas du tout l'océan, mais une prairie isolée couverte de fleurs. Et leur pédigree était tout aussi fascinant. Ce n'étaient pas de simples monstres, loin de là. La mythologie dit qu'elles étaient les filles d'une muse, la source de toute inspiration artistique, et d'un puissant dieu fleuve. Rien que ça nous met déjà sur la piste du pouvoir incroyable de leur voix. Du coup, leur chant légendaire, si ce n'était pas pour séduire, quel était son but ? Accrochez-vous parce que là encore, la vérité est bien plus étrange et profonde que le mythe moderne. On a en tête l'idée d'un appât purement séducteur. Mais pour les anciens Grecs, leur chant promettait quelque chose de bien plus puissant, la connaissance absolue. On passe d'une tentation un peu superficielle à une promesse d'omniscience. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est précisément ce qu'elle chante à Ulysse. Ce n'est pas une chanson d'amour, non, c'est une offre. L'offre d'une connaissance totale, de tout ce qui a été, est et sera. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette connaissance était dangereuse. Une vérité interdite, si vaste qu'elle submergeait complètement l'esprit humain. Les marins ne se fracassaient pas contre les rochers. Ils s'arrêtaient de vivre, tout simplement, se laissant dépérir juste pour continuer à écouter. Et ce lien avec la mort, ce n'était pas juste un effet secondaire de leur chant. Non, c'était bien plus profond, c'était au cœur même de leur identité, bien avant qu'elles ne croisent le moindre navire. Leur rapport au monde des morts vient d'un mythe fondateur, celui de l'enlèvement de Perséphone. À l'origine, les sirènes étaient ses compagnes. Quand Hadès l'a emmenée de force dans son royaume souterrain, la déesse Déméter leur aurait donné des ailes pour qu'elles la retrouvent. Mais elles ont échoué, et cet échec les a liées à jamais au monde des enfers et au sentiment de perte. C'est à cause de cette histoire qu'on les retrouve si souvent dans l'art funéraire, sur des pierres tombales. Elles ne sont pas là comme des monstres menaçants, mais plutôt comme des gardiennes ou des guides pour les défunts. Ce rôle de gardienne des tombes porte même un nom, celui de psychopompe, c'est-à-dire un guide des âmes. On est donc à 1000 lieues de l'image de la prédatrice. On est plutôt face à une accompagnatrice, qui aide les âmes à faire leur dernier voyage. Alors la question qui tue, comment est-on passé de cette créature complexe, cette femme oiseau détentrice du savoir et guide des morts, à la séductrice des mers? Évidemment, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, c'est une lente évolution sur des siècles. D'abord, dans l'Antiquité, on a la femme oiseau. Puis, avec l'essor du christianisme, son image est réinterprétée. La connaissance qu'elle offre devient une tentation, son chant une invitation au péché. Et enfin, au Moyen-Âge, elle finit par fusionner dans l'imaginaire avec d'autres mythes d'esprit des eaux, perdant ses ailes au profit d'une queue de poisson. La boucle est bouclée. Et voilà où on voulait en venir. L'identité d'une créature mythique peut se transformer du tout au tout, au point d'effacer complètement sa nature originelle, qui était, il faut bien l'avouer, beaucoup plus complexe et fascinante. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au fond. Si un mythe aussi célèbre a pu être transformé à ce point, combien d'autres histoires que l'on croit connaître ne sont en fait que le dernier chapitre d'un livre bien plus ancien et plus riche?